Cette semaine, la Voix citoyenne reçoit Salifou Dambélé, avocat à la Cour, expert en droit des affaires et en fiscalité, enseignant d'université. Salifou Dambélé a été ministre de la Jeunesse, de la formation professionnelle de l'emploi dans le gouvernement de la transition. Sur le plan politique, M. Dambélé est un ancien militant du Parti pour la Renaissance, parti parent. Aujourd'hui, il est membre du mouvement patriotique pour le salut MPS, deuxième vice-président du MPS, chargé des relations avec les partis politiques de l'intérieur. Salifou Dambélé, bonjour à vous. Bonjour, M. Houlon. L'invité de la semaine est mise en onde par Tiona Sanogo devant ce micro, Atiana Serge Houlon. Alors, comment se porte l'avocat, l'ancien ministre Salifou Dambélé après la fin de la transition? Oh, la fin de la transition, elle est longue maintenant, ça fait pratiquement 5 ans. Et Salifou Dambélé se porte bien, en tout cas au niveau privé. Et Salifou Dambélé a retrouvé, n'est-ce pas, son cabinet, et qu'il a repris et à la suite, n'est-ce pas, de cette transition. Et pour pouvoir remettre ce cabinet-là à flot, c'est-à-dire ce qu'il faut savoir, c'est que après mon passage dans le gouvernement, le chiffre d'affaires au niveau du cabinet a été, j'allais dire, réduit à près de 60 à 70%, parce qu'un avocat qui est membre d'un gouvernement est omis du tableau et il ne peut plus exercer. Donc à la fin de la transition, il fallait bien entendu reprendre le bâton de pèlerin pour pouvoir retrouver un peu, bien entendu, ses clients et essayer de redorer un peu le blason, n'est-ce pas, au niveau du cabinet au plan financier, pour ne pas, en tant qu'ancien ministre des Finances, sombrer dans le licenciement de la jeunesse. Oh, je vais trop loin, j'ai dit finance. Allez-y. Et pour pouvoir renflouer, n'est-ce pas, le cabinet et ne pas sombrer, j'allais dire, dans le licenciement du personnel. Voilà, le cabinet, on a remis à flot, mais le cabinet se porte bien. Donc professionnellement ou si vous voulez financièrement, Salifou Dambélé a perdu en acceptant le portefeuille ministériel. Bon, dans tous les cas, lorsque vous demandez à n'importe quelle personne qui vient du privé, lorsque vous êtes dans un gouvernement, forcément au plan financier, vous perdez, ça c'est évident. Parce que le salaire des ministres étant indexé, j'allais dire ici, celui de la fonction publique, et les salaires ne sont pas les mêmes. D'autant plus que lorsque vous êtes un travailleur indépendant, vous n'avez pas de salaire, parce que c'est tout ce que vous gagnez qui permet aussi de rémunérer, n'est-ce pas, ce personnel-là. Donc, lorsque le montant est réduit, et surtout lorsque vous ne pouvez plus exercer, votre personnel est là qu'il faut bien entendu rémunérer, et vous le rémunérez avec quoi? Et c'est ça toute la difficulté, n'est-ce pas, que nous avons dans le secteur privé, lorsque le secteur privé, quelqu'un du secteur privé est membre du gouvernement. Mais on a vu avec le gouvernement de la transition que certains ministres ont signé des contrats. À la fin de la transition, il y a même eu cette histoire de bonus que vous êtes octroyé. Non, dans tous les cas, tous les ministres signent un contrat. Il n'y a pas que certains. Et chacun négocie son salaire. Non, les salaires sont arrêtés à l'avance. Maintenant, on peut négocier son salaire si seulement si on gagnait plus que ce qui est proposé dans le contrat. Est-ce que vous avez pu remonter la pente? Oui, bon, c'est difficile. Vous savez, en 4 années, on arrive à remonter la pente. Je pense que je suis arrivé à remonter la pente. La chose la plus importante, n'est-ce pas, en pareille circonstance, c'est quand même de garder son personnel. Parce que lorsque vous arrivez, lorsque vous reprenez, n'est-ce pas, les rênes, n'est-ce pas, du cabinet, vous vous rendez compte que ce que vous gagnez ne permet pas d'assurer l'essentiel de vos charges. Or, la charge principale au niveau d'un cabinet, c'est le personnel. Donc, nous sommes arrivés à travers, n'est-ce pas, j'allais dire, les affaires que nous avons eues, bien entendu, à remonter la pente. Et à ce niveau-là, je pense qu'on ne se plaint pas. Non seulement on a remonté la pente, en plus, on a pris l'assurance maladie pour le personnel, parce que nous sommes un des rares cabinets d'avocats pour lequel tout le personnel est assuré au plan santé. C'est quand même un élément important. Ce sont mes proches collaborateurs. Et puis, il y a un certain nombre d'avantages. On a un 13e mois aussi que j'octroie à mon personnel. Mais ça, je le faisais avant la transition. Mais j'ai continué dans la lancée malgré les difficultés financières qu'on a eues. On est quand même arrivé à maintenir les caps. Il y a l'aspect financier, l'aspect professionnel qu'on peut considérer comme négatif au niveau du cabinet. Mais qu'est-ce que vous avez retenu comme enseignement? Quels étaient les enseignements, le côté positif que vous avez obtenu en acceptant le portefeuille? Non, je pense que le côté positif en acceptant ce portefeuille, c'est véritablement répondre à l'appel de la population parce que nous sommes sortis d'une insurrection. Et à la suite de cette insurrection, une transition a été mise en place pour pouvoir gérer le pays. Et bien entendu, une confiance a été placée à ma modeste personne pour pouvoir assurer un des ministères les plus importants. N'oublions pas une chose, c'était le ministère de la Jeunesse. Et c'est cette jeunesse-là qui est à l'origine, ou du moins ça, en tout cas qui s'est beaucoup impliquée, n'est-ce pas, pour cette insurrection. Donc c'était un portefeuille qui n'était pas du tout facile. Mais bien entendu, la confiance a été placée à ma personne. Je pense que ça a été une des expériences les plus enrichissantes que j'ai vécues. Je pense que l'aspect le plus important, ce n'est pas l'aspect financier, ce n'est pas ce qui est important. Je pense que le plus important,
C'est ce contact que j'ai eu avec les jeunes dans toutes les régions du Burkina Faso pour pouvoir m'imprégner des problèmes, n'est-ce pas, réels que rencontrent ces jeunes, des difficultés que ces jeunes rencontrent. Et je pense que ce sont des difficultés qu'on ignore le plus souvent quand on est cloîtré à Ouagadougou, ici dans le bureau feutré. Et de tout ça, je peux résumer l'expérience que j'ai eue à une petite anecdote. Laquelle? C'est qu'il y a un jeune qui m'a interpellé quand j'ai fait mon tour des régions du Burkina Faso. C'était un jeune du Sahel et qui m'a dit ceci, et c'était quand même quelque peu prémonitoire, qui m'a dit ceci: Monsieur le ministre, notre rôle en tant que jeune, notre activité en tant que jeune dans cette région, c'est de regarder la courbe du soleil tous les matins. On regarde la courbe du soleil jusqu'au coucher du soleil. On n'a pas d'activité. Les terroristes sont à côté. C'était en 2015. Les terroristes sont à côté ici, ça nous recrutait à 75 000 francs par mois. Nous sommes en train de résister. À l'époque, c'est ce que ce jeune du Sahel nous a dit. Nous sommes en train de résister. Mais nous ne savons pas pendant combien de temps nous allons résister. Mais ne soyez pas surpris qu'un jour, nous portons des explosifs sur notre corps et nous venons nous faire exploser au grand marché de Ouagadougou. Et ça, vous avez ça sur votre conscience. C'est pour dire que depuis ce moment-là, il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui couvait et qui est un problème réel, qui est, j'allais dire, le fait, n'est-ce pas, de ne pas occuper les jeunes. Et je pense que aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très, très prioritaire si véritablement on veut, j'allais dire, lutter, n'est-ce pas, contre ce terrorisme. On va revenir longuement sur le chapitre sécurité, justement. On va rester toujours sur votre expérience au niveau de l'exécutif. Vous avez obtenu cette expérience. Aujourd'hui, avec le portefeuille que vous avez occupé, quel sens vous donnez quand on dit que vous êtes le ministre? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, être ministre? Oh, je pense que être ministre, c'est être un serviteur. Je pense que le ministre a une fonction majeure, c'est d'essayer, me semble-t-il, relativement au portefeuille qu'on lui a attribué, et d'essayer de dérouler un certain nombre d'actions qui vont dans le sens, n'est-ce pas, et des intérêts majeurs. Je prends le cas du ministère, de cette jeunesse-là. Parce que cette jeunesse-là était avide véritablement, j'allais dire, d'implication, n'est-ce pas, dans la gestion politique, d'autant plus que c'est elle-même qui est à l'origine de cette insurrection. Donc il était impérieux que toutes les actions que nous menions puissent trouver leur fondement dans ce que les jeunes voulaient. Et c'est pour cette raison que j'ai fait le tour, n'est-ce pas, des régions du Burkina Faso, en leur demandant, moi je viens d'arriver, je suis ministre, mais je ne sais pas ce qu'un ministre fait. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que le ministre vient imposer sa vision? Est-ce que le ministre doit partir de l'existant? Et je pense sincèrement que si vous voulez avoir l'adhésion totale de la jeunesse, il est impérieux de s'imprégner de ce que cette jeunesse-là veut. Parce que cette jeunesse-là, elle sait où elle veut aller, de s'imprégner, n'est-ce pas, de sa vision, de s'imprégner des actions qu'elle veut qu'on mette en place, afin, n'est-ce pas, de pouvoir les accompagner et puis atteindre ces objectifs-là. Je pense qu'en ce sens, j'ai été un ministre, n'est-ce pas, qui a beaucoup écouté, qui n'a sans doute pas eu le temps de dérouler, j'allais dire, tout ce qu'il voulait faire. Mais quand même, avant mon départ de ce ministère-là, j'ai fait ce qu'on appelle un livre blanc que j'ai cédé à mon prédécesseur, livre blanc dans lequel on a fait un diagnostic de toutes ces questions de jeunesse, de formation projet d'emploi, et énormément des pistes de solutions pour permettre, n'est-ce pas, d'aller de l'avant. Étant entendu que le gouvernement est une continuité, que c'est dans la transition, que ce soit n'importe quel gouvernement qui arrive au pouvoir, c'est la continuité, n'est-ce pas, qui prévaut, et que qu'on soit, quel que soit notre bord politique, notre souhait majeur, c'est que le Burkina Faso puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, comment vous voyez un peu le fonctionnement, la gestion de ce ministère? Vous savez, c'est un ministère qui est très délicat. Donc les jeunes, le plus souvent, viennent avec un certain nombre, n'est-ce pas, de considérations qui peuvent être plus ou moins fondées. Mais je pense que de manière générale, la gestion de ce ministère-là se fait un peu dans la continuité. Et la priorité, j'allais dire, est donnée à la question, n'est-ce pas, de l'insertion professionnelle. Et cette insertion professionnelle doit être au préalable assise, n'est-ce pas, sur la problématique de la formation professionnelle. Et je pense que le couac que nous avons aujourd'hui, c'est véritablement, j'allais dire, de hisser cette formation professionnelle-là à la place qui devait être la sienne, comparativement, n'est-ce pas, à l'enseignement général, aujourd'hui, qui occupe une place beaucoup plus importante. De manière générale, dans la plupart des pays aujourd'hui, je pense que la problématique de l'enseignement général est en train d'être revue un peu à la baisse, au profit, n'est-ce pas, de la formation professionnelle qui permet aux jeunes, j'allais dire, d'accéder rapidement, j'allais dire, à un emploi décent et un emploi durable. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission L'invité de la semaine. Cette semaine, l'avocat Salifou Dambélé est notre invité, ancien ministre du gouvernement de la transition, aujourd'hui acteur politique. Il est le deuxième vice-président du mouvement patriotique pour le salut.
chargé des relations avec les partis politiques de l'intérieur. Alors, sur l'aspect sécuritaire, au Burkina Faso, c'est le deuil national avec ce drame, un convoi de 5 autobus de la société minière Semafo, composé de travailleurs de fournisseurs, tué le 6 novembre sur l'axe Ougarou-Bunga dans la Tapua, région de l'Est. Le bilan officiel non exhaustif fait état de 38 morts et 60 blessés à être déportés et disparus. Déjà sur ce drame, quelle est votre réaction, Dambélé? Je pense que c'est, en tant que Burkinabé, je pense qu'on ne peut être que, j'allais dire, plus que vraiment attristé, hein, parce que c'est la première fois que nous assistons, j'allais dire, à des attentats ou des tueries, n'est-ce pas, contre des civils. Parce qu'on a toujours remarqué que la plupart des attentats qui étaient perpétrés étaient, bien entendu, qu'on ne peut pas approuver, étaient perpétrés à l'endroit, n'est-ce pas, des institutions de l'État, ou que ce soit des hommes politiques, que ce soit, j'allais dire, nos forces de défense et de sécurité, mais jamais comme des civils. C'est une première. Et ceci fait que ce drame-là, n'est-ce pas, j'allais dire, touche encore plus, j'allais dire, nous atteint en fait, dans notre âme, parce que je pense sincèrement qu'on n'a jamais imaginé que une telle tuerie, un tel massacre, n'est-ce pas, puisse arriver dans notre pays. Je pense que c'est le lieu quand même de présenter toutes les condoléances, n'est-ce pas, aux différentes familles qui ont été concernées par ce drame, et puis bien entendu à l'ensemble du peuple de Burkina Faso, et en espérant que les efforts des uns et des autres nous vont amener à arrêter, n'est-ce pas, ce bain de sang, en tout cas pour ce qui concerne, n'est-ce pas, les civils. Et la chose qu'on peut dire, c'est que c'est un acte ignoble qu'on ne peut condamner qu'à la dernière énergie. Le deuil national de 72 heures à compter du 8 novembre, une opération de recrutement, le lancement d'une opération de recrutement de volontaires pour la défense dans les zones sous menace. Telles sont les principales annonces du président du Faso, Rochmark Christian Kaboré, qui à l'issue de sa déclaration à la nation le 7 novembre, le chef de l'État qui a annulé son déplacement à Niamey au Niger pour le sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Quel est votre commentaire sur cette décision présidentielle, déjà cette déclaration? Je pense qu'il est de bon ton qu'effectivement, dans un drame aussi important, que le président fasse une déclaration qui est bon à saluer. Mais je pense qu'il faudrait qu'aujourd'hui, j'allais dire, on pose un peu la balle à terre en se posant les vraies questions, les questions qui vont de manière structurelle nous amener à résoudre cette question. Est-ce que ce qui sied aujourd'hui, c'est la guerre contre la guerre? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que quand on dit qu'on va, j'allais dire, ordonner, j'allais dire, lever les volontaires, on va l'accompagner, on se met dans une situation de conflit, dans une situation de guerre. Le problème, c'est que nous avons ici une guerre un peu spéciale, une guerre qu'on dit asymétrique, une guerre, n'est-ce pas, dans laquelle on ne sait pas où se trouve votre ennemi est souvent avec vous-même, et c'est ça qui rend, n'est-ce pas, la guerre beaucoup plus difficile. Et je pense qu'à ce titre-là, même si on veut, j'allais dire, se focaliser sur le volontariat, et je ne pense pas que ce soit la seule voie qui sied. Je pense que de tout temps, tout le monde est conscient aujourd'hui que malgré le fait que le terrorisme, je prends les grands États, hein, je prenais un État comme les États-Unis, qui sont quand même les plus outillés au monde en matière d'armement. Et je n'apprends à personne que les États-Unis sont en train de négocier avec les talibans en Afghanistan. C'est eux qui ont tué les Afghans, c'est eux qui ont lancé une guerre sans merci contre les talibans. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Ils sont en train de négocier avec les talibans. Je pense que c'est une voie qu'il faut aujourd'hui exploiter, la voie de la négociation avec ces personnes-là. On peut avoir des gens qui peuvent nous permettre, n'est-ce pas, j'allais dire, de se retrouver autour d'une table pour qu'enfin aussi cette voie-là peut être observée. Négocier quoi? Avec qui? Négocier avec, bien entendu, mais on sait avec qui on va négocier. Ces terroristes-là, on sait bien entendu quels sont les mouvements dans lesquels ils se situent. On peut trouver des intermédiaires qui peuvent, j'allais dire, on sait comment ça se passe. Je vous donne un exemple simple. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a eu un attentat, Bassam. Après Bassam, il n'y a rien eu. Pourquoi il n'y a rien eu? Après Bassam, il n'y a jamais eu une deuxième. Parce qu'il y a des négociations avec les terroristes. On ne peut pas ne pas négocier. Celui qui pense que la négociation ne s'y est pas en pareille circonstance-là se trompe éperdument. Parce que les plus grandes nations du monde, les nations qui sont les plus outillées en termes d'armement, négocient. La France négocie, l'Allemagne négocie, les États-Unis négocient. Il n'y a pas de raison que le Burkina Faso, qui n'a pratiquement rien en matière d'armement, bien entendu, se prive, n'est-ce pas, de cette voie. C'est aussi une voie. Ce n'est pas la seule, mais c'est une voie qu'il faut explorer à partir de maintenant, au regard, j'allais dire, de la situation de sécurité que nous vivons.
Ce qu'il faut que vous compreniez, nous sommes dans un métier d'avocat et nous sentons qu'effectivement tout va à volo, rien ne va plus. Les investisseurs sont en train de partir, ceux qui sont là sont en train de partir, ceux qui doivent venir ne viennent pas. On ne sait pas ce que le pays va devenir demain. Ça se ressent à votre niveau? Ah oui, bien entendu, ça se ressent à votre niveau. Vous avez entendu au niveau de la mine va fermer. Si la mine ferme, les partenaires qui étaient là, les Canadiens, ils vont tous partir. Il fait boule de neige avec les autres sociétés minières. Évidemment, ça va de soi. Ceux-là qui étaient prêts à venir investir au Burkina Faso, vous pensez qu'ils vont venir investir dans un tel environnement? Et regardez la situation, la carte sécuritaire du Burkina Faso. Le rouge est en train de gangréner tout le pays. Ça, c'est du fait des pays occidentaux? Ça, c'est les pays occidentaux, bien entendu, parce que c'est eux-là qui... Vous voyez, nous qui sommes ici, peut-être qu'on ne se rend pas compte que la situation est gravissime. À l'extérieur, quand on nous appelle, on pense que nous sommes carrément, j'allais dire, envahis par les terroristes partout, quoi. C'est un peu l'impression qu'on a. Mais je pense sincèrement qu'au niveau du monde des affaires, on est en train de prendre un coup très, 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 très sérieux. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso n'est même pas du tout une destination, j'allais dire, qu'il faut, j'allais dire, emprunter. Non, personne ne doit venir au Burkina Faso. Et ne soyons pas surpris que dans peu de temps, les ambassades étrangères demandent à leurs ressortissants qui ne sont pas nécessaires ici de rentrer dans leur pays si ça continue comme ça. D'ailleurs, ils ne sortent même plus la nuit aujourd'hui. Vous êtes de ne pas sortir nuitamment. Y compris à Ouagadougou. Y compris à Ouagadougou. Parce que la situation n'est pas maîtrisée. Parce que nous sommes dans une zone orange. Alors, le parti au pouvoir, le mouvement du peuple, le progrès invite le gouvernement à décréter l'état d'urgence pour un sursaut patriotique avec le concours des populations et des milices d'autodéfense. Quelle est votre réaction? Parce que, en plus d'être avocat, vous êtes homme politique maintenant. Bon, la question fondamentale que vous posez, quelle est la finalité de toutes ces actions qu'on veut poser? Quelle est la finalité? Si nous adoptons l'état d'urgence aujourd'hui, qu'est-ce qu'est la finalité de l'état d'urgence? L'état d'urgence du reste qui a été décrété dans certaines parties du pays. Et qui la région de l'Est. Exactement. Et c'est dans cette région qu'on a eu, n'est-ce pas, et j'allais dire, cette assortissée là. Donc je ne pense pas que ce soit ça le vrai problème. Je pense que le vrai problème, il est double. Premièrement, je pense qu'il faut que nos forces de défense et de sécurité soient bien outillées, soient bien formées à la stratégie, j'allais dire, guerrière, n'est-ce pas, relativement, n'est-ce pas, au terrorisme. Parce qu'on a formé nos forces de défense, nos FDS ont été formés essentiellement pour s'attaquer, j'allais dire, les guerres classiques. Dans les guerres classiques. On ne connaît pas ce que c'est que ces guerres asymétriques, les gens n'ont pas été formés à ça. Ça, c'est le premier élément. Donc ça veut dire que l'implication de la société est capitale. Parce que ces terroristes-là sont avec nous. Ils sont avec nous. C'est sûr et certain. Ils ont toutes les informations que nous voulons. Donc, ils sont avec nous. Ça, c'est le premier. Le deuxième élément, c'est l'élément négociation. On ne peut pas faire l'économie de la négociation. Parce qu'il ne faut pas qu'on me dise qu'on ne sait pas autour des terroristes. Non. On pourra les retrouver. Puisqu'il y a eu cette polémique où le président du Faso, à son arrivée à Kosiam, dit qu'il y a des individus qui disent qu'ils sont venus réclamer des véhicules qu'ils auraient commandés. Oui, exactement. Bon, il y a eu... Je pense que bon, c'était... Et en tant que premier responsable du pays, je pense qu'il aurait fallu se mettre au-dessus de la mêlée et ne pas rentrer dans des considérations de ce genre. Il représente, l'essai de la représente, n'est-ce pas, toute la nation. Je pense que quand on a affaire à des gens aussi, j'allais dire, peu scrupuleux, je pense que les propos qu'on tient doivent être plus ou moins mesurés. Voilà, peut-être sans doute, c'est ça qui a peut-être été à l'origine de pas mal d'attaques contre notre pays. Je ne dis pas que c'est ça, c'est une possibilité. Mais ce qui est sûr et certain, je pense que la guerre en tant que seul moyen, n'est-ce pas, de lutter contre le terrorisme, ne vaut pas dans ce monde-là. Les Américains l'ont testé, ils n'ont jamais pu le faire. Ce n'est pas les Burkinabés qui pourront le faire ce que les Américains n'ont pas pu faire. C'est impossible. Donc il faut qu'on scrute, il faut qu'on scrute notre voie. Et cette voie de la négociation, ça ne nous coûte rien. C'est pas parce qu'on négocie. Pourtant, dans certains milieux, on annonce que depuis un certain temps que le régime en place tente de négocier. Oui, bon, on apprend. On ne voit toujours pas les résultats. Oui, peut-être que, bon, en tout cas, de manière officielle, on n'est pas informé. Hein, il y a des négociations. Dans tous les cas, s'il y a des négociations, ça ne se dit pas non plus. Mais dans tous les cas de figure, il est on doit constater aussi les résultats. Vous avez pris l'exemple ivoirien, il y a eu une attaque, on n'a plus rien vu. Nous, dans notre cas, on annonce des négociations, mais depuis, c'est une déferlante, on continue à multiplier les attaques. Mais si on dit qu'on négocie, en même temps, on tient des discours qui vont pas dans le sens de la négociation, vous pensez que vos interlocuteurs vont vous écouter comment? Non. Si on dit qu'on négocie, on fait attention à ce qu'on dit. On ne se met pas, j'allais dire, dans une situation belliqueuse. C'est parce qu'on ne tient pas de tels propos. Quand vous tenez de tels propos, ça ne va pas. Quand vous dites que vous allez faire appel à des volontaires, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Ces volontaires, c'est qui sont des gens confirmés sur le tas,
Ce sont des gens qu'on va armer, on va armer comment? Les armes de pointe, les armes de qualité, les armes de... Puisqu'il y a un petit débat, il y a un petit, en tout cas, une situation un peu conflictuelle où les policiers disent qu'on ne joue pas avec les armes de qualité. Je ne sais pas, ces volontaires-là vont être outillés avec quel type d'armement. Moi, je ne sais pas trop. Eh bien, si ce sont des gens qui ne sont pas bien armés, qu'est-ce qu'ils vont aller faire face à des terroristes, n'est-ce pas, qui sont bien outillés? Ou bien ces volontaires seront mieux armés que les policiers? Je ne sais pas trop. Donc je pense qu'il y a toute une thématique. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait ce volontariat. Beaucoup plus que, je ne sais pas si c'est vraiment le volontariat dans l'armée, mais c'est beaucoup plus, c'est-à-dire l'implication de la population dans l'information, n'est-ce pas, qu'on doit donner, des renseignements qu'on doit donner aux forces de défense et de sécurité. C'est ça qui est capital. Pour certains, cette proposition de lancer une opération de recrutement de volontaires est plus émotive et qu'on devrait réfléchir à des solutions beaucoup plus structurelles. Ah oui, est-ce que vous êtes d'avis? Je suis tout à fait c'est d'avis. beaucoup plus l'émotion, il fallait proposer quelque chose à l'issue d'une déclaration. Oui, mais dans tous les cas de figure, il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui. Nos forces de défense et de sécurité, bien entendu, mettent le paquet, font tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour défendre la nation. Mais attention, ils ne vont pas sur le front pour mourir. Le terroriste vient pour mourir. Quand un terroriste arrive en attaque, ils n'ont jamais en tête de repartir. Parce que quand ils vont mourir, ils deviennent des martyrs, ils vont au paradis. Selon leur conception. Selon leur conception. Donc l'optique n'est pas le même. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vient pour mourir, et vous qui faites en sorte de ne pas mourir, vous n'avez pas, j'allais dire, les mêmes implications, n'est-ce pas, dans cette guerre-là. Donc ça, c'est un élément très très important qu'il faut prendre en compte. Deuxièmement, vous allez sur le front, vous ne savez même pas où ils sont. Quand on va dans une guerre classique, on sait où se trouve l'ennemi. Mais l'ennemi est où? Ce sont ces volontaires-là qu'on va mettre devant. Je pense que c'est beaucoup plus... Donc Antoine Lefond, pour vous, on a un problème de stratégie. Obligatoirement un problème de stratégie. Il faut qu'on pose... Mais comment ça on peut l'expliquer? 5 ans, les premières attaques ont commencé le 4 avril 2015. 2015, non. 4 avril 2015. L'attaque de la brigade de Houssi, après il y a eu Samoroban. Ouais, ça sont les premières attaques, ça a commencé sous la transition. Ah ouais, c'est vrai, effectivement. Vous étiez aux affaires? Oui, on était aux affaires. Vous avez vu venir? On n'a pas vu venir. On n'a pas vu venir. En tout cas, ce qui est sûr et certain, Samoroban, en fait, Samoroban, ça c'était le 9 octobre 2015. Le 9 octobre, voilà. Bon, c'est arrivé à une situation un peu particulière au niveau du Burkina Faso. Mais en réalité, la grosse attaque qu'on a eue, c'est vraiment en début janvier. C'est parce que ça s'est déroulé à Ouagadougou. Parce que la brigade de gendarmerie de Samoroban, c'était pas une petite attaque aussi. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous que les choses ont commencé petitement. Mais la transition n'avait pas, en réalité, j'allais dire, cette force réelle pour pouvoir s'attaquer mal, surtout qu'on était vers la fin de la transition. Vous savez, une des missions à la transition, c'était de tout faire pour organiser des élections libres et transparentes au niveau du Burkina Faso, afin que le président qui va sortir de ces élections-là puisse dérouler un programme, y compris le programme sécuritaire. Nous, on était là un peu de sorte pour pouvoir gérer les affaires courantes. En réalité, c'est un peu ça, notre mission. Bon, c'est ce que je peux dire, donc c'est sans doute pour cette raison que on n'était pas assez outillés, j'allais dire, pour pouvoir mener à bien ça. Mais quand même... Il y a eu des alertes, vous avez pris l'exemple de cette tournée justement au Sahel où vous avez eu ce jeune que vous avez interpellé, jusqu'à aujourd'hui, vous avez ça en tête? Oui, mais... Est-ce que ça a été, vous avez pris ça au sérieux pour faire remonter l'information au niveau des services techniques? L'information a été remontée jusqu'à la présidence du PASO et à l'époque on avait contacté l'ambassadeur de la Chine-Taïwan pour essayer de nous accompagner pour qu'on puisse mettre des centres de formation professionnelle dans tous les départements, n'est-ce pas, de la région du Sahel. Parce qu'il fallait les occuper. Moi, je pensais qu'en les occupant, bien entendu, on ne les laissait pas à la merci, n'est-ce pas, de ces terroristes-là. Donc, c'était l'optique qu'on avait mis en place. Mais la deuxième chose aussi, c'est que au niveau des gouvernorats, les gouverneurs ont été informés. Et puis, on a essayé de mettre en place les gouverneurs qui étaient dans les régions frontalières, étaient pratiquement tous des gouverneurs, n'est-ce pas, militaires ou paramilitaires. Parce qu'on estimait que ce sont ces gouverneurs-là qui étaient à même, j'allais dire, de dénouer au mieux, n'est-ce pas, les questions sécuritaires qui pouvaient éventuellement survenir. Mais on était beaucoup plus concentrés, disons-nous la vérité, n'est-ce pas, sur les élections, le rendez des élections. Et c'était une année, hein, la transition n'a pas été d'une année. Voilà. Et en plus, c'était aussi le moment où on a eu le coup d'État. Tout ce que vous savez comment, on était complètement démotivés. Je pense que c'était une période où les terroristes pouvaient attaquer le pays. C'était la bonne période pour pouvoir faire le plus de dégâts dans ce pays. Dieu merci. Et cela n'est pas arrivé. Avec le drame à l'Est, vous avez toute une série de vagues de condamnations des partis politiques, de personnalités, d'organisations de la société civile. Certains
appelle à la démission de certains ministres ou du gouvernement. Quel est votre point de vue sur cette question? Non, je pense que c'est un peu, peut-être sans doute, peut-être quand vous n'avez pas été membre d'un gouvernement, c'est très facile de se lancer dans des condamnations. J'ai jeté l'opprobre sur les ministres et autres. Il faut d'abord partir de l'idée qu'aucun ministre ne souhaiterait que son pays soit attaqué. Ça n'existe pas. Aucun ministre ne va accepter ça. Deuxième chose, c'est que c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévenir dans les pays même qui sont très développés. On a des attaques terroristes. Mais quand ça arrive, il y a des conséquences qui sont tirées tout de même. Mais les ministres, quand il y a eu l'attaque du Bataclan, le ministre français de la Sécurité n'a pas démissionné. Par la suite, il a dû jeter l'éponge. Par la suite, il a dû jeter l'éponge. Mais je pense qu'on n'a pas le même niveau politique que chez nous. Il faut combien de temps pour qu'on ait le même niveau politique? Non, je pense que c'est des questions de personnes. Je pense que c'est pas que le niveau politique, c'est des questions de personnes. Là-bas, en Europe, on a les institutions qui sont très fortes. Et c'est ça qui amène les gens à partir. Et chez nous, c'est le contraire. C'est les hommes qui pensent qu'ils sont plus forts que les institutions. Bien entendu, comme si l'homme est plus fort que l'institution, l'homme ne part pas. Et l'homme demeure. Donc il faut qu'on arrive, n'est-ce pas, à ce changement pour que les institutions soient vraiment plus fortes que les hommes. Je pense que dans le cas, n'est-ce pas, de la dernière attaque dont vous faites allusion, je pense que ce n'est pas le départ d'un ministre qui va amener la quiétude, qui va amener la paix au Burkina Faso. Je pense que ce qui est impérieux, me semble-t-il, c'est qu'on puisse réfléchir de manière stratégique sur la manière, n'est-ce pas, de gérer les questions terroristes au Burkina Faso à partir de maintenant jusqu'à l'année prochaine. Parce que c'est une année électorale qui est en train d'arriver. Si au cours des années électorales, nous assistons à autant, j'allais dire, d'attentats et autres, on se pose même la question de savoir si les élections pourraient avoir lieu. Donc il y a véritablement une question sérieuse, n'est-ce pas, à régler, et qui est, j'allais dire, la question sécuritaire. Dès que ça bras le corps, on a les compétences ici pour pouvoir le faire. Parce que comme le président du Faso fait appel à tous les Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur, il faut que ce soit sans exclusion. On a beaucoup de compétences, n'est-ce pas, à niveau interne, qui peuvent aider, j'allais dire, à trouver une stratégie qui soit la plus intéressante. On a beaucoup de compétences qui peuvent aussi s'impliquer dans tout ce qui pourrait être des négociations avec, n'est-ce pas, j'allais dire, les organisations terroristes là, puisqu'on a les organisations, on les connaît, et dès qu'on est avec eux, ils savent à peu près quels sont les groupuscules qui mènent telle ou telle activité et qu'on pourrait, me semble-t-il, endiguer au plus vite. Parce qu'il faut aujourd'hui, j'allais dire, essayer de ratisser le plus large possible en termes, n'est-ce pas, de voies, n'est-ce pas, pour pouvoir résoudre dans cette question de sécurité-là. Une seule voie ne suffit pas. La guerre militaire, la voie militaire, elle n'est pas suffisante, n'est-ce pas, pour résoudre cette crise. Est-ce que vous avez des craintes justement par rapport à ces échéances électorales? Parce que déjà la Commission électorale nationale indépendante est en train de déployer ses équipes pour ses démembrements, mais la difficulté c'est de trouver en fait du personnel sur le terrain. Le problème, ça va être la même chose avec les volontaires aussi. On risque d'avoir des difficultés pour trouver des volontaires, comme le président le souhaite, pour aller sur le terrain. De la même manière, le problème sécuritaire, le fait qu'au niveau de la CENI, on a des difficultés pour trouver des volontaires pour aller sur le terrain. Parce qu'à Djibo, on a vu la population se plaindre parce que sur 9 communes, il n'y a que 2 qui fonctionnaient. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut qu'il y ait un travail en amont qui soit effectué. Le travail en amont, c'est la question sécuritaire. Vous ne pouvez pas aller dans un démembrement, j'allais dire, dans une province ou dans une région où pratiquement les 3/4, j'allais dire, des départements ou des communes sont quasi inexistantes. Ça, vous prenez ce cas, le cas de Djibo. Dernièrement, je suis allé installer notre bureau provincial du mouvement patriotique pour le salut à Tougan. On m'a fait comprendre, dans le Sourou, à Tougan, on m'a fait comprendre qu'à partir de 16 h, les axes qu'on peut emprunter à partir de Tougan, c'est Tougan, Dédougou, Tougan, Thomas. Dans les autres départements, impossible de partir. Des risques d'enlèvement, des questions d'assassinat civil. Exactement. Donc ça veut dire que c'est grave. Et aujourd'hui, on a bien entendu un mouvement de population énorme qui est à Tougan. Les déplacés internes. Les déplacés internes au niveau de Tougan, c'est incroyable. On n'en parle pas. On n'en parle pas, mais c'est gravissime. Vous montez du côté de nous, je suis allé installer à la Coussis, c'est la même chose. Les Barani, Jivassou, mais on n'y va pas. Mais justement, la gravité de la situation, pour certains, on estime que la classe politique ne mesure pas la gravité de la situation. Ils sont plutôt dans la pré-campagne, justement. Que ce soit le parti au pouvoir ou les partis d'opposition comme le vôtre. Je pense qu'on ne sait pas si c'est la pré-campagne, puisque c'est la voie constitutionnelle pour pouvoir accéder, n'est-ce pas, au pouvoir. Donc aujourd'hui, vu l'urgence, est-ce que si la question du problème n'est pas réglée, on peut tenir des élections? Mais le problème doit être réglé par qui?
Le problème de la sécurité est entre les mains de ceux qui sont au pouvoir. C'est eux qui doivent mettre le paquet pour que... Est-ce que l'opposition ne peut pas jouer son rôle de contre-pouvoir à travers l'Assemblée nationale, à travers d'autres mécanismes? Imaginons qu'à l'Assemblée, ils ne sont pas majoritaires, même si on est proposition de loi, ça ne passe pas. C'est celui qui gère le pays qui prend l'initiative, bien entendu, en écoutant aussi l'opposition. C'est pour cette raison que j'espère que le discours du président du Faso, hier, qu'il en appelle, ou qu'il appelle de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur, c'est tout le monde. Tous ceux qui ont de bonnes idées, doivent être écoutés, que ce soit de l'opposition, que ce soit du parti majoritaire. Mais il faut qu'ensemble, on trouve la solution. Parce que c'est celui qui est au pouvoir qui gère, c'est lui qui impulse tout, c'est lui qui a les moyens pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, je pense sincèrement que l'axe négociation ne doit pas être négligé. Ça ne nous coûte rien d'essayer de le faire, on va aviser après. Si on se rend compte que ça ne donne rien, eh bien on va arrêter. Mais pour le moment, essayons l'acte négociation. Parce que si on n'essaie pas l'acte négociation, je ne suis pas certain qu'en 2020, on puisse véritablement tenir ces élections-là. Parce que je ne suis pas certain que la zone rouge, là, ce soit encore plus importante et qu'il n'y ait pratiquement même pas une zone orange au Burkina Faso. Et dans ce cas de situation, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura jamais d'élection. Évidemment. Donc, il y a une question sécuritaire qui est là aujourd'hui. Il faut que le gouvernement actuellement prenne cette question en plein le corps, que le gouvernement puisse inviter, j'allais dire, les experts, de quelque point qu'ils soient, pour pouvoir l'accompagner à résoudre cette question-là. Tous les citoyens du pays doivent être impliqués, tous ceux qu'on pense avoir, j'allais dire, une parcelle de pouvoir dans ce sens-là. Il ne faudrait pas les négliger, il faut les appeler, parce qu'ils veulent aussi le bien de leur pays. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, Salifou Dambélé est notre invité, il est avocat, deuxième vice-président du mouvement patriotique pour le salut, MPS, toujours sur le volet sécurité. Avant le drame de Bongo dans la région de l'Est, c'était l'assassinat le 3 novembre du député maire de Djibo, Oumar Diko, et 3 de ses compagnons sur l'axe Djibo Namisiba. C'est vrai qu'on a signalé en fait, le fait que son chauffeur finalement est sorti indemne, ou du moins il a pu sortir du coma. Parallèlement à cette situation d'ensemble, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, lui, dans un communiqué, dénonçait déjà un climat de terreur avec les menaces d'assassinat ciblé sur un certain nombre de personnes qui pèsent, sur un certain nombre de personnes dans certaines parties du pays. Déjà sur l'assassinat du député maire, parce que c'est la première fois qu'on touche un ennemi national. On a déjà assassiné un maire, c'est arrivé des conseillers municipaux également, mais un député c'est la première fois. C'est la première fois effectivement que ça arrive. Je pense que c'est un acte qui touche beaucoup, j'allais dire, au peuple, d'autant plus que ce sont ces représentants qui commencent, n'est-ce pas, à être atteints, et notamment, bien entendu, monsieur, j'allais dire, le défunt, il est député, il est maire, donc il a une parcelle du pouvoir, n'est-ce pas, pour représenter, n'est-ce pas, le peuple, sa région au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que ça porte un coup sérieux, n'est-ce pas, à la démocratie dans notre pays, et je pense que c'est à condamner et de manière, n'est-ce pas, de la manière la plus forte. Et ce qui est d'autant plus choquant, c'est que, voilà, aujourd'hui, lorsqu'on va parler des élections législatives, ce sont ces mêmes personnes qui doivent aller, n'est-ce pas, sur le terrain. Et donc il y a véritablement une crainte par rapport, n'est-ce pas, à leur vie qui nous amène encore à la question sécuritaire dont je disais à l'instant, c'est la question primordiale, n'est-ce pas, qu'il faut qu'on arrive à résoudre. Et je pense sincèrement que j'allais dire cet acte terroriste qui a touché le député maire de Djibo a été initié, me semble-t-il, pour véritablement faire peur à la démocratie nationale. Au regard de la qualité de la personne. Au regard de l'implication de la personne, n'est-ce pas? Parce que le maire continue à résider, contrairement à certains de ses collègues qui ont quitté leur commune, qui ont abandonné la population. Non, bon, sachez que les juridictions sont parties depuis longtemps, la plupart de justice, bien de sécurité, bien entendu. Et vous avez même des forces de défense et sécurité, une partie qui est partie, bien entendu. Vous avez l'administration qui est pratiquement tout le monde est parti. Mais lui, il est resté en tant que maire, bien entendu, pour jouer son rôle, sa partition. C'est aussi le message de l'intimidation, de la peur. Exactement. Je pense que c'est beaucoup plus ça, l'intimidation de la peur. Le terrorisme joue beaucoup sur ça. Aujourd'hui, c'est sûr. Est-ce que vous avez des craintes que par rapport aux assassinats ciblés, il y a encore, on monte encore à un certain niveau? Parce qu'il y a eu les enseignants, des conseillers municipaux, maintenant ce sont des maires, les députés. Mais ça peut monter jusqu'au ministre, et ainsi de suite. Vous avez des craintes par rapport à ce niveau? Mais j'ai toujours des craintes par rapport à tout. Aujourd'hui, il y a une question d'insécurité. C'est tellement grave qu'aujourd'hui, bien entendu, on fait très très attention.
lorsqu'on veut se déplacer pour aller à telle ou telle région, on met en place, n'est-ce pas, une sécurité quand même assez importante. Et pour ne même pas dire qu'on n'y va même pas, pour éviter effectivement qu'on tombe dans des embuscades, parce que vous voyez, aujourd'hui, les terrains, les voies sont minées. Je ne sais pas comment est-ce qu'on arrive à venir nuitamment mettre des bombes dans des voies, alors que ce sont des voies qui sont empruntées. Donc il y a des gens qui voient qui me disent. Donc voilà pourquoi je dis l'implication de la population est importante pour pouvoir renseigner bien entendu les forces de sécurité. On ne peut pas venir faire ça que personne ne voit, c'est pas possible. Je veux dire qu'il ne va pas. Et je suis certain que, bien entendu, c'est aussi un autre niveau. Hein. Vous regardez tout ça, depuis la mort de El Baghdadi, on a l'impression que les terroristes veulent démontrer que cette mort-là ne met pas la fin à l'État islamique et ses démembrements, et ils sont en train de montrer, mais malheureusement c'est en Afrique que ça se passe, c'est dans notre région, et j'allais dire leur importance, leur pouvoir. Regardez ce qui s'est passé au Mali, c'est incroyable, un camp qui a été attaqué, on a pris des armements terribles. Chez nous, aujourd'hui, c'est ce que nous savons dans la région, n'est-ce pas, de l'Est, avec les civils qui ont été tués énormément. Et puis le député maire de Djibo qui a été tué sans doute pour avoir osé jouer véritablement la mission qui est la sienne, sa fonction, qui est fonction de maire. Quand le maire réside dans une région, il n'a jamais voulu quitter Djibo, il a voulu rester pour montrer effectivement que c'est lui le premier bourgmestre et c'est sa mission de rester. Voilà, il paye ça au cours de sa vie. Je pense que ce sont des intimidations aujourd'hui qui risquent, et j'allais dire, de porter un coup sérieux, j'allais dire, à notre démocratie au Burkina Faso. Vous avez évoqué tout à l'heure la question dans la boucle du monde aussi, on n'en parle pas beaucoup, sinon on en parle moins, avec cette situation aussi humanitaire des déplacés, à Tougan, à Luna. Exactement. Et d'ailleurs même à Sanaba, on a eu un commissaire de Sanaba. À Sanaba, c'est dans la province de la Kossi. La province de la Kossi a été tué. Et il a été tué, il y a eu pendant entre 20h et 22h, il y a eu des coups de feu, j'allais dire, des échanges de coups de feu entre, j'allais dire, les terroristes et puis policiers, et ça a donné, et puis le commissaire est mort, voilà, on n'a pas beaucoup parlé. Il y a beaucoup de déplacés dans cette zone-là. Je pense qu'il y a, surtout au niveau de l'écolage, il n'y a pas d'école, les écoles sont fermées. Énormément. Quand vous êtes ouvert, on va vous menacer. Puis si vous enseignez en français, on va venir vous tuer, donc les enferme et puis ils vont au chef-lieu, n'est-ce pas, de province. C'est véritablement un problème sérieux qui fait que si on veut résoudre, n'est-ce pas, cette question-là de manière sectaire, on va le faire, il faut que ce soit de manière structurelle. Ce n'est pas conjoncturel. Le volontariat, c'est conjoncturel. Alors, un mot rapidement, Salifou Dembélé, sur le G5 Sahel, la panacée, est-ce que vous voyez un peu les résultats de cette coopération? Je ne vois pas les résultats de cette coopération. Le G5 Sahel, je pense que ça a été mis en place. Il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Il ne faut pas s'attendre à grand-chose dans la mesure où, bien entendu, eh bien, j'ai l'impression que vous avez l'opération Barkhane, il y a beaucoup d'opérations. Le ministre des armées françaises est passé ici. Florence Parly. On a une opération au Burkina Faso qu'on met en place, on a aussi une opération au Mali qu'on met en place, on a l'opération Barkhane, on comprend qu'on est un peu perdu. Une multiplicité d'opérations et on ne voit pas de résultats. Mais il y a une chose qu'il faut qu'on puisse, sur laquelle il faut qu'on réfléchisse un peu dans le cadre de cette stratégie de lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, on estime que les forces étrangères qui sont installées dans l'espace G5 Sahel, les forces étrangères sont de l'ordre de 30 000. Les Français, les Américains et toutes les autres qui sont dans l'espace. Les Allemands au Niger. Je dis qu'ils sont au l'ordre de 30 000. Est-ce que les terroristes valent 10 000? Donc vous posez la problématique de leur utilité. Je pose la problématique. Il faut qu'on se pose la question. Si vous avez 30 000 personnes qui sont là, avec tous les moyens, à tous les moyens, tous les moyens sophistiqués. Les terroristes, on parle entre 3 000 et 5 000. 3 000 et 5 000, contre 30 000. Et qu'on n'arrive pas à endiguer cette question. Je pense que ça pose notamment des questions. Voilà pourquoi je dis il faut qu'on prenne cette question-là à bras le corps. Est-ce que vous comprenez ceux qui estiment justement que cette présence militaire occidentale fait un double jeu justement? Non, moi je fais partie de ceux-là qui pensent que la présence des militaires, des forces étrangères, ne permet pas à notre armée de s'impliquer sérieusement dans la lutte contre. On n'avait pas besoin d'eux, on a besoin qu'ils nous aident en armement et c'est nous qui allons sur le terrain. Alors, par rapport à cet aspect, ce n'est pas eux de venir faire notre travail. Armons-nous, donnons-nous les bonnes armes et on va se défendre, on sait ce qu'il faut. Parce que là, le double jeu dont parlent beaucoup de gens par rapport, n'est-ce pas, à ces forces étrangères-là, je pense que c'est plus ou moins fondé.
On va évoquer votre engagement politique. Merci. Vous êtes devenu le deuxième vice-président du MPS, une formation politique présidée par Augustin Loada. Déjà, comment Dambélé s'est retrouvé au niveau du MPS? Parce qu'on s'est dit qu'après votre divorce avec le parent, vous vous êtes retiré de la scène politique. Non, je ne sais pas si on parle de divorce avec le parent. Moi, j'ai quitté. Bon, vous avez quitté le parent, si vous voulez. Avant d'être ministre. Sur le mot vous gêne. Avant d'être ministre. Comment vous êtes retrouvé au MPS? Bon, je pense que le président Loada et moi, on a des affinités, vu qu'on était étudiants depuis Bordeaux. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le président Loada et moi, on a dirigé la fac de droit ensemble. Hein, quand j'étais président, il était le doyen, j'étais le vice-doyen de la fac. Parce qu'on se connaît bien. Et quand il a été président du MPS, il est venu m'en parler. Il dit, il n'y a pas de problème, on va naviguer ensemble dans les eaux troubles, n'est-ce pas, pour pouvoir, j'allais dire, calmer la tempête par la suite avec le MPS pour notre pays. Et c'est tout là que, bien entendu, j'ai... Donc vous êtes retrouvés entre copains? On s'est retrouvés entre personnes pour lesquelles on a beaucoup de considération. Alors, au MPS, en parcourant un peu les textes, on se rend compte, on a 3 anciens ministres de la transition, vous, Augustin Loada, Hippolyta, on a un ancien député de la transition, Hervé Ouattara, un ancien chargé de mission au Premier ministère, Pousseni Ouedraogo. Peut-être qu'il y a bien plus de cachets. Ouais, mais... Est-ce que c'est l'ancien Premier ministre de la transition, Yacouba Isaac Zida également, qui est le président d'honneur? Est-ce que c'est une tentative de créer une coalition des anciens responsables de la transition? Non, je pense qu'on peut capitaliser, j'allais dire, tout ce qui est passé au moment de l'insurrection, on peut capitaliser ça. Parce qu'à l'issue de l'insurrection, on a mis en place un gouvernement de transition qui était chargé, n'est-ce pas, de porter cette insurrection-là en termes politiques. Et bien entendu, on se rend compte effectivement et on laisse de côté un certain nombre de préoccupations majeures, n'est-ce pas, qui découlent de cette insurrection. Et nous, aujourd'hui, on veut porter ça à nu. Vous voulez continuer à incarner à travers un vrai changement. Un vrai changement. Est-ce que le président Michel Kafando est au MPS? Je ne sais pas. Vous êtes le deuxième vice-président du parti, chargé des relations avec les partis politiques de Oui, mais monsieur, le président Kafando n'est pas un parti politique, donc je ne peux pas vous répondre. C'est l'ancien président de la transition. Oui, mais je suis chargé des relations. Et ce sont les anciens responsables de la transition qui essaient de se... Mais je vais prendre les renseignements, je vous tiendrai informé, mais pour le moment, je ne sais pas si... Vous êtes le deuxième responsable du parti, oui, monsieur Dambélé. on a rencontré le président Kafando pour lui soumettre encore notre vœu de créer le parti. Donc, le président Kafando, comme on a rencontré le Moro là-bas, on a rencontré tous les chefs coutumiers, tous les chefs, les chefs d'État, les anciens chefs d'État, ainsi de suite, y compris le président Kafando. Même le président Kafando, on souhaite en tout cas qu'il soit... Est-ce qu'il est un militant du MPS? Là, je ne sais pas. Vous ne voulez pas répondre à la question? Non, je n'ai pas la réponse. Vous faites est-ce que vous ne voulez pas répondre à la question? Mais je vais vérifier s'il a mis sa carte du parti et puis je vous tiendrai informé. Vous ne voulez pas répondre à la question? On n'a pas mis l'occasion, c'est au bout de cette émission, les auditeurs voudraient savoir. Oui, mais ce n'est pas moi qui m'occupe des aspects politiques, parce que je suis chargé des relations avec les partis, donc je ne sais pas. Donc en tant que deuxième vice-président de ce parti, vous ne connaissez pas véritablement les militants? Non. De la trempe de Michel Kafando? Non, je ne connais pas. Vous ne savez pas s'il est militant? Ouais, mais en tout cas... Est-ce qu'il est sympathisant? En tout cas, il nous donne beaucoup de conseils. Il vous donne beaucoup de conseils? Ouais. Est-ce qu'il vous donne aussi un peu d'argent? Non. Il ne vous finance pas? Non. Est-ce que l'ancien président du Conseil national de la transition, Chérif Sy, également est avec vous? Mais ce sont nos aînés avec qui on demande des conseils. On demande des conseils parce que quand vous vous mettez en place, vous êtes jeune, vous arrivez, vous demandez des conseils aux aînés. On a demandé des conseils à beaucoup de ministres. Est-ce que vous l'avez consulté, vous l'avez présenté le MPS? Non. Vous ne l'avez pas fait? Non, pas encore. Pourquoi pas à lui? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce qu'il était quand même, vous savez, avec les questions sécuritaires. Il est devenu ministre d'État, ministre de la Défense. Voilà, les questions sécuritaires font qu'aujourd'hui, il est très très occupé. Chaque fois qu'il est revenu en réunion, c'est difficile de le rencontrer. Vous comprenez bien que c'est ça. Mais dans tous les cas, on aura l'occasion d'aller le voir pour lui présenter le MPS. Est-ce que vous êtes en contact avec lui? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il pense du MPS? Ah non, il n'a pas... on n'a pas parlé du MPS. Vous n'avez pas parlé du MPS? Non. Je dis, on n'a pas eu l'occasion encore. Mais vous êtes en contact avec lui? Oui, mais pour autre chose. L'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida, le président d'honneur? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a demandé à ce que... C'est nous qui avons demandé à ce qu'il puisse être notre président d'honneur. C'est vous avez fait la demande? Oui. On a insisté. Est-ce que le parti, ce n'est pas vous, lui qui l'a suscité? Non, c'est pas lui qui l'a suscité. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Certain? Certain.
Il n'a pas suscité la création du MPS. Il n'a pas suscité la création. Est-ce que vous avez suivi toutes les étapes de la création du MPS, Salifou Dembélé? Non, je n'ai pas suivi le début, mais j'ai suivi à partir du milieu. Mais il n'a pas suscité la création du MPS. Mais comment vous avez pris le train en marche et vous savez ce qui s'est passé avant vous? Le MPS, si M. Zida voulait être président du MPS, M. Zida peut créer son parti, c'est pas interdit, il peut créer un parti politique. Déjà, il y avait des mouvements qui existaient. Hein. Vous avez un mouvement Génération Zida qui a été créé depuis longtemps. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas dans un contexte où on se cache. Donc s'il voulait créer son parti, il pourrait créer son parti. Je pense que ce n'est pas l'objectif, c'est pas interdit. Peut-être qu'il est passé par vous. Oui, mais le mouvement Zida n'existe pas. La Fondation Zida. La Fondation Zida. Non, il y a un mouvement Justement, c'est le premier responsable. Génération Zida. C'est le premier responsable de cette fondation qui se retrouve avec vous, Fousseni Ouedraogo. Oui, effectivement. Non, ça c'est la fondation, mais ça c'est pas la génération. Il y a le mouvement également, voilà, la Génération Zida. Exact, pour le changement. Donc c'est pas la même chose. Et ça existe. Et cette génération porte le nom de Zida. Et cette génération a un récépissé. Est connu de tous. Donc ça veut dire que le nom de Zida, on ne le cache pas. Parce que tel que vous le dites, c'est comme si le MPS, c'est Zida qui veut le créer, mais il ne voulait pas se mettre devant. Non, c'est ce que je ne fais que vous poser des questions. Non, je vous dis que s'il avait envie d'être devant, il crée son parti et puis il est devant. Mais ce n'est pas lui qui a créé le parti, c'est nous qui avons initié ce parti. Nous sommes allés le voir en tant que, quelqu'un qui a une certaine expertise dans le domaine politique, pour voir dans quel, surtout au niveau de la transition, voilà, et puis au niveau de l'insurrection, pour voir comment est-ce que, bien entendu, il peut nous accompagner. On a besoin de ses conseils, on a besoin de son expertise. Alors, à la création du MPS, certains observateurs ont indiqué que vous avez des militants cachés au niveau du gouvernement actuel. Oh non, cachés. On a même cité des noms parce que on estime que ce sont vos éléments entre guillemets. Nous sommes tous des Burkinabés. Nous sommes tous des Burkinabés. Nous voulons que le pays aille de l'avant. Vous pensez que parce qu'on est membre, nous avons créé un parti politique et qu'aujourd'hui, ceux qui sont au gouvernement, nous ne voulons pas qu'ils réussissent. S'ils ne réussissent pas, c'est tout le pays qui va en arrière. On veut que tout le monde réussisse. On a créé un parti. Si au niveau du gouvernement, nous avons des ministres qui nous sollicitent pour avoir des avis dans tel ou tel sens, on donne pour que ça puisse aller de l'avant. Non, on n'est pas dans... Ce qu'il faut que nous sachions, c'est que le MPS n'est pas un parti classique. On n'a pas une vision classique de gestion du pouvoir. On n'est pas là pour nous opposer négativement. Non, on est là pour la construction du pays. Exactement dans cette mission-là. Maintenant, si au niveau du gouvernement, les gens disent qu'on a des gens au gouvernement, mais ces gens étaient au gouvernement avant la création du parti. Notre parti a été créé officiellement en juillet 2019. Donc vous voulez dire que c'est à partir de juillet 2019 qu'on a des pions? Non, c'est pas possible. Ils existaient avant, ils étaient ministres avant. Ces propos qu'on tient que nous avons des pions, nous avons des espions dans le gouvernement, c'est archi faux. Non, pas du tout. Vous n'avez pas de militants ou de sympathisants dans le gouvernement? C'est possible qu'on ait des sympathisants. Il y a des sympathisants qui ne sont pas connaître. Est-ce que c'est le cas du ministre de la fonction publique, Séni? Non, là, c'est pas un sympathisant du... C'est pas un sympathisant, un militant. Mais c'est pas pourquoi on se fonde... Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes catégorique sur lui? Puisque vous estimez qu'on peut être sympathisant sans l'exprimer. Oui, sympathisant, on peut s'en exprimer. Mais sur son cas, vous êtes catégorique. Mais pourquoi vous dites lui? C'est pas le nom que j'ai cité parmi ta bouche. Peut-être que je vais continuer à énumérer. Mais c'est ciblé ça. Peut-être que je vais continuer à énumérer. Le ministre est préoccupé par les dossiers des indépendants ministériels. Vous pensez qu'aujourd'hui il a le temps pour pouvoir dire qu'il va sympathiser dans un parti? Donc le ministre Séni Ouedraogo n'est pas un sympathisant du MPS? Pour l'heure, je ne vois pas ce qu'il a posé comme acte pour être un sympathisant. Non. Vous êtes catégorique? Catégorique. Et le ministre de la Justice, René Bagoro? Catégorique aussi. Il n'est pas sympathisant. Mais qu'est-ce qui fait croire à certaines personnes que ce sont Moi, je pense sincèrement que tout est lié. Si on prend le cas Bagoro, parce que Bagoro a été ministre de la Transition et qu'il y a un certain nombre de ministres de la Transition qui sont dans l'MPS, donc forcément on fait le lien en disant que donc Bagoro est sympathisant. Si on prend le cas, n'est-ce pas, du professeur Séni, ministre de la Fonction publique, c'est en raison peut-être de ses relations avec le professeur Loada, qui est le président de l'MPS, qu'on dit qu'il est là. Peut-être qu'il y a des gens, on a des sympathisants qui ne sont pas ces ministres-là, qui sont là, et puis on ne parle jamais d'eux. Où sont-ils là? Non, je dis peut-être qu'on a des sympathisants qui sont dans le gouvernement. Vous en avez, Salifou Dembélé? Ah oui, si, on en a. Où sont-ils? Non, ça veut dire... C'est un secret du parti politique? Non, pour le moment, c'est un parti qui est en train d'émerger. Petit à petit. Et justement, comment se porte le MPS? Le MPS se porte bien. Nous sommes en train de mettre le démembrement dans tout le Burkina Faso. Nous sommes en train, comme j'allais dire, une araignée, en train d'étendre nos toiles, tout doucement. Et tout se passe bien? Oui, bon, oui, tout se passe bien, on se plaint pas. Et quels sont aujourd'hui, quels sont les rapports entre le MPS et les autres formations politiques? Là, vous vous occupez de cette question. Oui, bon, en fait, nous sommes dans le CFOP.
Le chef de file de l'opposition politique. Exactement. Donc on a le support, nous sommes dans l'opposition par rapport au pouvoir actuel. Donc nous sommes des opposants. Simplement. Donc nous ne sommes pas dans la mouvance présidentielle. Donc on a pu s'opposer, mais attention, c'est une opposition constructive. On ne va pas s'opposer pour s'opposer. Et notre vision, c'est de ne pas sortir chaque fois pour taper sur le pouvoir en place pour dire qu'ils ne font pas bien, ils ne font pas bien, ils ne font pas bien. C'est pas ça qui est important, qui est la population. Qu'ils ne fassent pas bien quelque chose, les gens vont juger. Mais ce qui est important pour nous, comment on peut faire pour que ce soit bien. Et à ce niveau-là, il y a pas mal de choses que nous sommes en train de mettre en place petit à petit, notamment au niveau, nous avons fait notre manifeste, nous sommes en train de voir secteur par secteur, j'allais pour essayer de faire une diagnostic et proposer des solutions. Mais ce qui est important dans notre vision, c'est qu'on vient pour servir et non se servir. Alors justement, quels sont les objectifs électoraux du MPS? Gagner les élections législatives. De 2020. 2020. Et la présidentielle? 60 sièges, si on a la présidentielle, on prend aussi. Quelqu'un va porter les couleurs du MPS? Ouais, le professeur Loada. Pourquoi pas Yacouba, il est le président d'honneur? Pour le moment, il n'est que président d'honneur. Il n'est pas président du parti. Donc vous êtes certain? En principe, c'est le président du parti, sauf s'il y a... Pourquoi pas vous? Non. Puisque ce sont les militants qui décident. Vous, chez vous, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, bien, je pense que je ne vais pas me proposer... Vous n'allez pas être candidat du parti? À la présidentielle? À la présidentielle. Ah non, pas ça ne vous intéresse pas? Non, je pense que je n'ai pas la carrure. Vous pensez que vous n'avez pas la carrure? Oui. Et quelles sont vos ambitions personnelles en militant au MPS? L'ambition personnelle, mes ambitions personnelles, c'est de faire en sorte que, en 2020, lorsqu'on parle d'un homme politique, qu'est-ce que vous pensez d'un homme politique? On dit un homme politique, c'est quelqu'un qui n'est pas un voleur, quelqu'un qui n'est pas un menteur. En d'autres termes, la question de la redevabilité doit être placée au centre. La transparence. Oui, la redevabilité. Et puis, quand on n'a pas bien servi, on supporte les conséquences des actes et on va en prison. On va en prison. C'est ce que vous préconisez. Il n'y a aucune raison qu'un chef d'État ou un ministre soit au-dessus de la loi. Vous avez là une mission, c'est une mission qui est sacrée pour tout le pays. Lorsque vous n'exécutez pas bien cette mission-là, vous assumez les conséquences qui sied en parlait de circonstances. Aujourd'hui, cette question de redevabilité n'existe pas. C'est pour cette raison que la population a l'impression que l'homme politique est au-dessus de la loi. Et c'est pour ça qu'il est menteur, c'est pour ça qu'il est voleur, sans assumer les conséquences de son mensonge et de son vol. Alors, mon idéal, c'est que ça change. Un homme politique qui a volé, qui a menti, et puis il va à la Mako. De telle sorte que demain, les jeunes aient envie de faire la politique en disant « Ah, maintenant c'est sain ». Qui finance le MPS? Le financement des partis, c'est une question très très délicate. Vous avez parlé tout à l'heure de redevabilité, puisque vous aspirez quand même à gérer le pouvoir. Donc, vous commencez par là à donner l'exemple. Ce sont les militants, les sympathisants. Parce que tout ça, on voit que le MPS a déployé les grands moyens, un site web rapidement, des flyers distribués un peu partout, des affiches. En termes de communication, les sorties pour les installations, tout ça, ça demande de l'argent. Mais on vient pour gagner le pouvoir. D'où trouvez-vous cet argent? Ah ben donc, ce sont les sympathisants. D'abord les adhérents, les sympathisants. Vous cotisez? Oui, nous cotisons beaucoup. À ce jour, vous avez mis combien dans le fonctionnement du MPS? Moi personnellement, oui, ça lui mais est-ce que c'est important? Si, vous avez parlé tout à l'heure de la redevabilité. Non, la redevabilité, c'est quand on utilise l'argent de l'État. Mais même quand vous gérez un parti politique, il faut que les Burkinabés sachent que... Oui, mais vous savez, on n'a pas encore les règles bien établies en matière de financement des partis politiques au Burkina Faso, c'est important. S'il y a un financement qui vient de l'État, là c'est bien encadré, mais le financement qui vient de l'extérieur, on n'a pas encore un bon encadrement. Est-ce que vous avez reçu de l'argent de la part du président d'honneur? Il vous a donné un coup de main? Non, il ne nous a pas donné un coup de main. Il vous a encore rien donné? Il ne nous a encore rien donné. Il nous a encore rien donné. Mais pourquoi vous voulez que ce soit le président? Mais il est président d'honneur. J'ai posé la question sur vous, je pose la question sur le président d'honneur. Je vais poser la question. Peut-être qu'on va aller le voir pour solliciter. Je vais poser la question sur le président Augustin Loada. Nous irons le voir pour solliciter son accompagnement. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres personnalités que nous allons solliciter pour demander l'accompagnement. Bien entendu. Est-ce que vous avez des opérateurs économiques avec vous? Pas encore. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est capital. Et il faut que on se départisse, n'est-ce pas, de ces visions où il faut impérativement que les opérateurs économiques... L'opérateur économique vous aide, il attend de contrepartie quelque chose. Il attend de contrepartie quelque chose. Or, nombre d'opérateurs économiques aujourd'hui, dans les différentes secteurs d'activité, ne sont pas des gens qui passent des marchés publics avec l'État. Mais même quand vous allez arriver au pouvoir, qu'est-ce que vous allez leur donner? Est-ce qu'aujourd'hui, la question fondamentale qu'on se pose est la suivante? Est-ce que, parce qu'on vous a aidé, il faut aussi aider? Et c'est cette vision-là qu'on doit avoir. Il faut aujourd'hui qu'on réfléchisse à une autre manière de faire sur la politique. Vous avez vu ce qui s'est passé en Tunisie? Il y a eu une campagne.
le porte-à-porte. Si on vous dit le coût financier de la campagne électorale en Tunisie, c'est ridicule. Le président élu a refusé la subvention publique. Vous avez vu. Donc on peut. On attend de voir si le MPS fera pareil. Non, on ne va pas refuser la financement. Vous n'allez pas refuser. Non. Déjà, vous êtes catégorique. Non, on ne va pas refuser le financement public, mais je pense qu'il faut qu'on assainisse. Aujourd'hui, on est dans un contexte où je pense qu'il y a eu 2700 qui sont passées, il y a eu des pratiques qu'on a eues au niveau des campagnes. Quand vous allez simplement vous dites que vous voulez faire une campagne, les gens attendent quelque chose. Les gens n'ont pas compris que l'homme politique n'a rien. Et c'est l'homme politique qui a toujours fait comprendre qu'il a quelque chose. Mais l'homme politique, il a quoi? Il n'a rien, il n'a pas d'argent. Vous avez l'argent? Non, je n'ai pas d'argent. Vous n'avez pas l'argent. Alors que la déclaration des biens ou... Non, l'homme politique n'a pas d'argent. L'homme politique n'a pas d'argent, c'est pas vrai. Il a de l'argent où? Il fait quoi comme travail pour avoir de l'argent? Maintenant, si vous êtes au privé, vous pouvez avoir de l'argent. J'en avais en tout cas. J'en avais beaucoup. Et c'est fini maintenant. Oh, mais bon, si ça a diminué. Ça a énormément diminué. Oh, mais bon, maintenant, faisons en sorte qu'on puisse renflouer les caisses avec les questions de sécurité qu'on va résoudre. Si la question de sécurité est résolue, eh bien nous, on est gagnants. Dans tous les cas, si je gagne de l'argent, j'ai créé de l'emploi. Si je crée de l'emploi, je lutte contre, n'est-ce pas, le chômage. L'avantage que j'ai, c'est que je ne suis pas fonctionnaire. Je crée de l'emploi, si ça marche, j'embauche pour pouvoir mettre en place un travail durable et un travail décent. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais j'insiste sur un point. J'aimerais, monsieur Oulon, que la prochaine fois qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse échanger sur une problématique sérieuse au Burkina Faso, qui est la problématique de l'emploi des jeunes. Le travail décent et le travail durable. Pas de soucis. On n'est pas dans cette situation-là. Pas de soucis. Point final pour l'émission.